Bonjour, nous sommes des militaires de la 2e section du 506e régiment du 2e bataillon de fusiliers motorisés. Nous voudrions enregistrer un appel concernant l'abus de pouvoir de notre commandant de bataillon, Vosgobov, Sergueï Igorevitch, et de son plus proche adjoint, le commandant de bataillon adjoint, Alexander Smoliakov. Abus de pouvoir, coups portés aux soldats, extorsion d'argent, retrait d'argent sur les cartes de nos camarades morts sur les champs de bataille. Nous souhaitons que justice soit faite. Poutine veut cette région et quel qu'en soit le prix, de toute façon, il l'aura. Oui, les Russes se rapprochent de Pokrovsk. Christophe, voici où ils se trouvent désormais, ces Russes, soit à une dizaine de kilomètres de cette ville de Pokrovsk, 60 000 habitants avant la guerre. Et voici pour rappel où ils se trouvaient au printemps, à une quarantaine de kilomètres. À l'époque, l'objectif paraissait loin. Désormais, il semble atteignable, même si, avant d'arriver jusqu'à Pokrovsk, les Russes devront prendre Mirnograd, ici, 50 000 habitants avant la guerre, une zone urbaine qui ne sera pas facile à conquérir. Et le symbole de cette avancée, c'est la maternité de Pokrovsk, la maternité de la ville, qui pourrait fermer d'un jour à l'autre, alors qu'elle est la dernière maternité de la région à disposer d'un service de néonatologie. Laura, la question que l'on voudrait comprendre grâce à vous, c'est quelle est l'importance de cette ville pour les Russes. Je rappelle quand même cette information que les canons russes sont à moins de 10 km de Pokrovsk aujourd'hui. Une importance stratégique, Christophe, puisque Pokrovsk est un nœud logistique pour les troupes ukrainiennes. Point de passage de nombreux axes ferroviaires et routiers, vous le voyez ici clairement sur ma carte, à la fois vers l'arrière et les villes de Pavlograd et Dnipro qui seront moins bien protégées si Pokrovsk vient à tomber, et vers les autres fronts en direction de Kramatorsk, la plus grande ville de la région. Si Pokrovsk tombe, les Ukrainiens auront du mal à acheminer leurs troupes, leur matériel, leurs armes le long de cet axe, ce qui fragilisera encore plus leur défense de cette région de Donetsk. Enfin, n'oublions pas l'importance symbolique que représenterait une éventuelle prise de Pokrovsk, avec ses 60 000 habitants avant la guerre, 53 000 restant encore aujourd'hui. Elle est l'une des 5 grandes villes du Donbass, ciblées ouvertement par les Russes, avec Konstantinivka, Druzhkivka, Kramatorsk et Sloviansk. Elle serait donc le premier maillon à tomber, fragilisant tous les autres. Merci beaucoup Laura Pouget pour l'ensemble de ces informations et de ces précisions. Général Chorancy, regard du militaire sur cette stratégie. On parlera de l'autre front, de cette avancée des Ukrainiens en territoire russe du côté de Koursk. Mais là, on a le sentiment d'avoir un véritable rouleau compresseur russe avec les mêmes méthodes que l'on connaît maintenant depuis... je le disais, presque, ou un peu plus de 900 jours. Alors, je ne suis pas tellement fanat du rouleau compresseur parce que, finalement, à la vitesse où il avance, ce rouleau compresseur, il avance pas vite. Il fait quelques centaines de mètres par jour, pas plus. Or, il y a encore 10 km. Depuis combien de temps on est devant Pokrovsk ? Ils ont gagné, les Russes, environ 4 km je sais pas, en 2 mois, 3 mois. On retrouve la même problématique que Bakhmout, la même problématique d'Advika. Une ville aujourd'hui fortifiée, ce sont des villes fortifiées. C'est extrêmement difficile à prendre par une armée conventionnelle, ce qui implique effectivement des frappes importantes, l'usure des combattants, c'est même pas la recherche de la destruction des forces ennemies en tant que telles, en tant que forces constituées, mais c'est de les détruire par l'usure, homme par homme, char par char, de telle façon qu'à un moment donné, ça puisse s'effondrer s'il y a suffisamment de poussées derrière pour occuper. Nous sommes dans du combat d'attrition qu'on a beaucoup évoqué depuis 2 ans. C'est pour ça que ça peut durer encore un certain temps. Alors, est-ce qu'il y a un objectif dans le calendrier opérationnel en fonction de la mauvaise saison qui va arriver ? C'est possible. Enfin, il est indéniable qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine n'a pas changé ses objectifs. Son objectif, c'est une percée qui s'accroît doucement à partir d'Advika, parce que c'était ça le point clé. Il ne faut jamais oublier. C'est Advika qui a été le point clé qui permet de faire ça aujourd'hui et d'avancer vers l'ouest. Et les diversions, je dirais, au nord à Koursk, à mon avis, ne changeront rien dans la mesure où actuellement, on n'a pas vu, et on le dit à gauche à droite, je dirais, on n'a pas vu de déploiement de troupes du front russe allant vers Koursk, ou très peu. Donc aujourd'hui, c'est l'action principale, l'effort principal de l'armée russe. Avec aussi une chose assez importante, il faut pour les Ukrainiens réussir à masser énormément de troupes. On parlera du front en Russie dans quelques instants, mais si jamais ça lâche, on est bien d'accord que ça va être très compliqué. Il y a le Dniepr,
Et puis il y a une course contre la montre après des Russes pour pouvoir s'emparer d'un maximum de territoire. Quelque part pour Poutine de remplir... on se dit toujours qu'on ne connaît pas ses objectifs, ce qui n'est pas faux, mais de remplir une partie de ce qu'il a vendu aux Russes en tout cas. Oui, là l'objectif territorial pour les Russes c'est évidemment à tout prix de contrôler la partie de l'oblast de Donetsk qu'ils ne contrôlent pas encore. Et effectivement, ça en fait partie. Mais Kramatorsk aussi, d'ailleurs, en fait partie. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Ils y mettront les moyens qu'il faut y mettre. Mais pour eux, c'est un objectif fondamental, puisqu'ils sont dans une situation qui frise le ridicule. Ils ont annexé un territoire qu'ils ne contrôlent pas. Dont ils ne contrôlent pas, en tout cas, une partie importante. Donc, ils veulent... Et effectivement... Dans les discours des uns et des autres, lorsque certains parlaient, il y a encore quelques mois, d'une éventuelle partition de l'Ukraine, eh bien, effectivement, ça passait par le fait, en tout cas pour les pro-russes, que les Russes gardaient ce qu'ils tiennent. Par conséquent, ils veulent garder les oblasts qu'ils ont juridiquement annexés. Donc pour eux, c'est essentiel, et c'est pour ça qu'ils ne se laissent pas distraire par autre chose, pas même par une invasion de leur territoire par les troupes ukrainiennes. C'est quand même frappant. C'est peut-être d'ailleurs une erreur stratégique de Poutine, une de plus, parce que c'est pas sûr que la population le prenne du même ton. Alors vous avez le souligné tout à l'heure, on écoutera, restez bien avec nous, un journaliste, alors c'est entre le journaliste et le blogueur russe, il revient de la région, il a discuté avec des Russes et on ne peut pas dire qu'il soit très content du Kremlin et de Poutine et il se sent un peu abandonné. Mais revenons sur ce front. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir que de vous retrouver, Natalia Turine. Cette stratégie russe, j'allais dire que c'est une façon pour Poutine de tenir peut-être enfin ses promesses en y mettant le paquet. Vous allez voir, vous allez écouter quelques soldats russes d'ailleurs, parce que ce terrain conquis a un prix, et le prix est lourd et les méthodes n'ont pas changé. Mais voilà, Poutine veut cette région, et quel qu'en soit le prix, de toute façon, il l'aura. C'est pas comme ça que je lis les intentions de Poutine. Je pense que c'est son but. Pour moi, il est très clair. C'est pas le territoire. Ce qu'il veut, c'est priver l'Ukraine de son statut d'État indépendant, de sa souveraineté. C'est ça son but. Et même si les territoires vont pas lui appartenir, il lui faut que l'Ukraine devienne dépendante de sa zone d'influence, comme c'était le cas de l'Allemagne de l'Est, comme c'était le cas de tous les pays de pacte de Varsovie. En fait, c'est ça qu'il cherche, à mon avis. Et c'est pour ça qu'il a tout le temps. Parce que pour lui, avoir quelques kilomètres de plus, peu importe combien de temps il va mettre. C'est-à-dire que je suis d'accord avec M. Chovancy et que rouleau compresseur, ça ne va pas comme terme. Lui, il peut progresser pendant un jour et faire quelques mètres, mais il va continuer de pousser. Et c'est ça la méthode russe depuis des siècles, au fond. C'est-à-dire qu'il tape toujours dans la même porte et à un moment donné, elle cède. Et avec les conflits qui commencent à être en Ukraine, des informations par-ci par-là, la corruption qui devient de plus en plus critiquée, c'est ça que cherche Poutine. Et l'usure du peuple ukrainien. Il faut bien et les frappes d'ailleurs contre les villes qui ont commencé encore aujourd'hui. Bien comprendre une chose, ça en fait partie. La Russie, autrefois j'utilisais l'expression la Russie est 2 pas en avant par rapport à un loup qui suit les Ukrainiens et les Russes. C'est-à-dire que l'Ukraine, comme elle est en arrière, elle va se faire bouffer par le loup avant Poutine. Aujourd'hui, je dirais que pour les Russes, éventuellement la guerre a commencé avec l'attaque à Koursk. C'est-à-dire 2 ans et demi après. Les Russes ne sont pas fatigués en raison de la différence de 2 ans et demi que le peuple ukrainien. Mais les Russes ont moins subi. Ils commencent juste à dire... à s'apercevoir qu'il y a une guerre. Il y a la guerre qui éventuellement a commencé. Encore faut-il même économiquement, en tout cas le peuple... Économiquement et surtout psychologiquement. Surtout psychologiquement. C'est que les Ukrainiens... psychologiquement, sont vraiment fatigués. Et alors, pour moi, ce n'est absolument pas une guerre d'invasion territoire, c'est une guerre d'invasion d'influence et de l'État.
de l'existence de l'État de l'Ukraine. Je vous parlais du prix à payer. Je vous laisse la parole juste après, Jean-François, par les soldats russes. Alors, si c'est pas un rouleau compresseur, en tout cas, ces soldats, ils doivent avancer contraints et forcés. Alors, vous allez voir, on entend souvent des soldats. Là, il y a une partie de gradés, d'ailleurs, qui se plaint de leur sort. Et au-delà de ça, des méthodes employées sur le terrain. Écoutez-les. Bonjour, nous sommes des militaires de la 2e section du 506e régiment du 2e bataillon de fusiliers motorisés. Nous voudrions enregistrer un appel concernant l'abus de pouvoir de notre commandant de bataillon, Vosgobov, Sergei Igorevitch, et de son plus proche adjoint, le commandant de bataillon adjoint, Alexander Smoliakov. Abus de pouvoir, coups portés aux soldats, extorsion d'argent, retrait d'argent sur les cartes de nos camarades morts sur les champs de bataille. Nous souhaitons que justice soit faite. Jean-François, vous les connaissez bien, ces Russes. Voilà, c'est-à-dire qu'on avance, il y a un prix, ça peut être d'ailleurs aussi un moyen de pression sur Poutine et les dirigeants, quoique. Depuis 900 jours, ça se saurait, mais voilà le prix à payer. Oui, mais le plus étonnant, c'est la suite parce que ça continue un petit peu. Et le plus étonnant, c'est qu'ils donnent leur nom et leur unité. Et ça, c'est la première fois. Au début, c'est assez incroyable, oui. Oui, non, mais c'est la première fois, je veux dire. Là, il manque quasi le matricule, mais ils sont identifiables. Ça veut dire que normalement, ceux qui font ça, ils sont sortis et puis mis au trou au mieux. Il y a pas. Là, ils donnent leur nom dans l'armée russe. Enfin, il y avait dans Insider, un des sites russes qui était d'opposition. Il y a quelques semaines un reportage sur un soldat qui racontait comment ils étaient menacés d'être entre guillemets réinitialisés, ce qui voulait dire clairement mis sur un arbre, scotché et se faire tirer dessus. Là, alors, pour quelles raisons ils le font à visage découvert, en donnant leur nom? Ça, c'est la grosse question que je me pose. Est-ce qu'ils ont une protection au-dessus, ou est-ce que c'est si dramatique qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'autre choix, ou que c'est leur devoir? Je ne sais pas.